L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent, puisqu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Voilà une célèbre maxime tirée des pensées de Blaise Pascal. Bonjour à toutes et à tous sur la chaîne philosophique, comme vous l'avez vu et entendu, une vidéo sur Blaise Pascal qui a pour titre le mathématicien, le philosophe ou le théologien. Voilà, je vais venir expliquer pourquoi cette interrogation. Alors il naît à Clermont, donc maintenant c'est Clermont-Ferrand, en 1623. Donc Étienne Pascal, son père, était suffisamment avancé dans l'étude de la géométrie et de la physique pour savoir que son savoir lui valut l'amitié de Gassendi, de Mersenne et de Descartes. Blaise assista en cachette à quelques-unes de leurs réunions et devint au cours de la première période de sa vie un fervent de la science. À 11 ans, il composa un traité sur les vibrations des corps. Son père estima que la passion du jeune garçon pour la géométrie serait défavorable à ses autres études et lui interdit de poursuivre plus en avant dans les mathématiques. Mais un jour, dit l'histoire, Étienne Pascal découvrit son fils écrivant à la craie sur le mur la preuve que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux angles droits. Vous avez dû le voir à l'école. L'enfant fut dès lors autorisé à étudier Euclide. Il composa avant d'avoir 16 ans un traité sur les sections coniques. Quand on a montré le manuscrit à Descartes, il refusa de croire que la composition n'était pas du père, mais bien du fils. Alors ce fut à Rouen que Blaise, à 19 ans, inventant la première d'une série de machines à calculer. Alors c'était une machine qu'on appelait ensuite la pascaline, qui ne faisait que les additions. Dans certaines, cette machine ne pouvait qu'additionner, comme je l'ai dit. Le jeune savant passionné s'intéressa intensément aux expériences que Torricelli avait publiées sur la pesanteur de l'air. Deux influences fondamentales, la maladie et le jansénisme, occupèrent une place prédominante dans l'existence de Pascal. Pascal s'intéressa aussi à l'œuvre de Montaigne, dont les essais qui eurent une influence majeure sur sa pensée philosophique et qui l'inclina vers le doute religieux de la part du scepticisme acerbe de Montaigne. Après une expérience mystique qu'il éprouve en novembre 1654, donc il a eu pas mal de problèmes de santé, des paralysies, des maux d'estomac. On ne va pas rentrer dans les détails, ce qui est important c'est d'étudier le personnage, son œuvre, et c'est vrai qu'il est mort jeune. Alors il se consacre à la réflexion philosophique et religieuse, sans toutefois renoncer aux travaux scientifiques. Donc il écrit pendant cette période les provinciales et les pensées. Voltaire traitait les provinciales de meilleurs livres parus jusqu'alors en France. Bossuet fit la même révérence à l'égard de ce livre en affirmant que c'est un livre qu'il aurait aimé écrire lui-même. Alors si on part sur les provinciales, c'est un ensemble de 18 lettres, en partie fictives. Elles ont d'abord eu pour but de défendre le théologien janséniste Antoine Arnauld, menacé d'être condamné par la Sorbonne, avant de s'orienter vers une critique de la Compagnie de Jésus et en particulier de la casuistique laxiste défendue par certains de ses membres. Quant aux pensées, Pascal se mit à écrire en guise de testament une défense très approfondie de la foi religieuse. Fortement malade, il ne trouva la force que de noter des pensées isolées qu'il groupa ensuite à un ordre provisoire, mais frappant. Puis en 1658, ses anciens mots le reprirent et le paralysèrent, à tel point qu'il ne put jamais classer ses notes en une suite cohérente,
ni leur donner de forme structurale. Alors c'est après sa mort en 1662 que son ami dévoué le duc de Rouennès et des érudits de Port-Royal rédigèrent le texte qu'ils publièrent sous le titre de Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets. Ça c'était en 1670. Alors il craignait que ces pensées fragmentaires telles que Pascal les avait laissées puissent conduire au scepticisme plutôt qu'à la piété. Ils tinrent en secret les passages sceptiques et modifièrent une partie du reste pour éviter que le roi ou l'Église ne s'en formalisât. Le texte authentique et complet des pensées ne fut publié qu'au XIXe siècle. Alors c'est vrai quand on lit les pensées, je vais vous montrer l'œuvre de Pascal, c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens, et il y a des points donc il va parler donc des apparitions, de la religion, de la foi. C'est vraiment pas structuré. Donc c'est ses amis, des érudits qui ont recomposé, qui ont enlevé certains paragraphes. Donc on a du mal à suivre. On a vraiment du mal à suivre. Mais je vais vous montrer l'œuvre. On regarde l'œuvre, donc, les pensées, quatrième de couverture. Donc on voit que c'est une œuvre, donc au départ, il parle donc de la pensée sur l'esprit et sur le style. Ensuite, misère de l'homme sans Dieu. Donc là, on voit qu'il fait aussi l'apologie, une certaine forme d'apologie de la foi, de la croyance et notamment de la religion chrétienne. Il va parler dans cet ouvrage des autres religions, du judaïsme, de l'islam. Donc c'est intéressant parce qu'il fait aussi une exégèse de la Bible, de l'Ancien Testament, de tous ces ouvrages théologiques. C'est pour ça que, d'où le titre, on pourrait se dire, est-ce qu'il n'était pas plutôt théologien que philosophe? Et comment décrire un philosophe? Il a parlé de la nécessité du pari, la justice et la raison des effets. Des philosophes aussi. La morale et la doctrine. Donc là, je suis vraiment dans l'ordre de l'œuvre, donc c'est vrai que c'est pas structuré, quoi. Donc c'est pas évident à comprendre. Au début, ça va, mais après, quand on poursuit la lecture, voilà, les fondements de la religion chrétienne, la perpétuité, les preuves de l'existence de Jésus-Christ. Voilà, c'est à lire, hein, bien sûr. Alors, si nous osions nous aventurer à imposer un ordre aux pensées pascaliennes, nous pourrions les faire partir de l'astronomie copernicienne. À écouter Pascal, nous sentons à nouveau le coup terrible que porta l'astronomie galéléo-copernicienne à la forme traditionnelle du christianisme. Alors c'est vrai qu'il y a un paradoxe, vraiment une dichotomie avec Pascal, parce que c'est vraiment un érudit, un scientifique, un véritable mathématicien, je dirais même plus que Descartes, au niveau de la mathématique pure, parce qu'il a travaillé sur les probabilités. Un ami lui avait demandé, qui joue au jeu, de trouver voilà, des théorèmes de probabilité qu'on utilise encore à l'heure actuelle, qui ont évolué par Condorcet, par exemple, au XVIIIe siècle, qui était aussi un probabiliste, un mathématicien, un grand mathématicien. Et c'est vrai qu'il cite, et c'est vrai qu'on voit une certaine forme je dirais, de pessimisme, de peur, et cette sensibilité philosophique, quand il dit « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. C'est très joli, mais c'est très effrayant, c'est mon ressenti, à écouter. Alors, il est aussi l'auteur de l'esprit géométrique et de l'art de persuader. Il opère notamment une distinction entre l'ordre naturel, appréhendé par l'esprit de géométrie, et l'ordre surnaturel, qui ne peut être saisi que selon la logique du cœur, par l'esprit de finesse. Donc on a les émotions, la sensation. Au lieu d'être dans du rationalisme pur, il y a aussi ce que le corps ressent. Et il y a aussi une certaine forme, là aussi, il se fait un parallèle quand la logique du cœur, aussi ça renvoie à une certaine croyance, à un certain enthousiasme, un Dieu intérieur. Donc là on se trouve dans une position transcendante. Je dirais que c'est vraiment un philosophe transcendant, quoi, contrairement à Nietzsche qui se situait plutôt sur un plan immanent. Alors pour poursuivre, on peut voir le nombre d'hommages de postérité en l'honneur de ses contributions scientifiques. Donc il y a eu le nom de Pascal est donné à l'unité de pression
donc dans le système international, PA, Pascal comme Pascal, et en hydrostatique au principe de Pascal. En mathématiques et en philosophie, comme mentionné ci-dessus, il y a eu le triangle de Pascal et le pari de Pascal porte également son nom. Donc j'ai parlé de probabilité, de théorème de probabilité. Le développement de la théorie des probabilités est la contribution de Pascal la plus importante en mathématiques. À l'origine appliquée au jeu, elle est utilisée aujourd'hui dans les sciences économiques et dans d'autres domaines. Si on se souvient, alors pour les plus jeunes non, mais la Banque de France a émis un billet de Pascal, d'ailleurs le billet le plus onéreux, on va dire, le 500 francs de Pascal. On l'appelait le Pascal, est-ce que tu es un Pascal? Donc sa plus haute coupure de 1969 à 1994, qui était à son effigie. Les plus jeunes ne s'en souviendront pas, mais les moyens jeunes comme moi ou les plus âgés s'en souviennent, parce que quand on avait ce billet, on était très satisfaits. Alors que dire sur Pascal, c'est quand même un penseur assez paradoxal. Il a été dans la croyance, il était plus trop dans la croyance. Il me fait un petit peu penser, ou c'est plutôt Voltaire qui me fait penser à Pascal. De par alors, c'est vrai que Voltaire était plutôt dans le déisme. Là, on sent un Pascal dans le théisme, donc vraiment dans la croyance en Dieu. Alors, il fait l'éloge de la foi, de la croyance, et pas forcément d'un Dieu. Et il se réfère notamment à l'Ancien Testament. Pour lui, tout ce qui est Évangile, Nouveau Testament, on dira, c'est pas trop sa tasse de thé. Il va vraiment contredire. Et dans les pensées de Pascal, alors là, il y a vraiment beaucoup de références sur Montaigne et les essais, et bien sûr sur d'autres auteurs comme Cicéron. Et il y a beaucoup de citations, il reprend, on voit qu'il y a eu vraiment une influence de Montaigne sur Pascal. Voilà, je vous remercie, j'espère que la vidéo vous a plu. Prochainement, je ne dirai pas quand, je vais faire une vidéo sur Aristote. Donc j'en ai déjà mentionné avec l'antelechia ou l'antelechie, notion d'antelechie, et bien d'autres domaines sur la vertu. Sur les moyennes, sur les recherches scientifiques, sur la métaphysique, sur la physique, sur de l'âme, sur l'éthique à Nicomaque, l'éthique à Eudème. Il y a beaucoup de choses à voir, donc je n'ai pas fini encore de tout lire. Et j'aime bien faire une vidéo quand j'ai les ressources nécessaires et les connaissances sur tel ou tel auteur avant de faire une vidéo. Voilà. Je vous remercie, vous pouvez partager massivement, vous abonner, mettre des j'aime, mettre des commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. C'était Nicolas. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram où je poste, il y a le lien sur le site, plutôt des citations. Et sur Twitter aussi, vous pouvez me suivre, vous verrez, il y a un lien. Là, ça permet d'échanger avec des messages un peu plus intimistes sur l'actualité et essayer d'aborder l'actualité avec une façon philosophique. Voilà. Donc, pourquoi pas faire de notre société une philosophie de la thérapie, quoi. Voilà, surtout en ce moment. Je vous dis à très bientôt, bon courage pour la suite et je vous dis à très bientôt, c'était Nicolas. Au revoir.